Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. On se retrouve pour un nouvel épisode, bienvenue à vous, installez-vous bien. Aujourd'hui on va parler de grossophobie, on va accueillir un nouveau témoignage sur le podcast, le témoignage de Nina Lahaye qui est thérapeute justement spécialisée dans ce domaine-là. Elle propose justement un accompagnement aux femmes pour faire la paix avec leur corps, avec leur image corporelle, et elle crée également des contenus, et elle va se présenter bien sûr juste après. Elle va nous raconter un petit peu son parcours et justement ce qui l'a amené aujourd'hui à faire cet accompagnement. Elle a un parcours personnel, une expérience personnelle, un vécu avec la grossophobie, et notamment la grossophobie médicale. Elle a même été immergée dans ce milieu professionnel. Je n'en dis pas plus, justement, elle va nous raconter tout ça. Donc je suis ravie d'accueillir Nina aujourd'hui sur le podcast. Trop contente parce que ça fait un moment qu'on regarde un peu ce qu'on fait chacune sur Instagram, on parle un petit peu des mêmes sujets sur le rapport au corps et à l'alimentation. Donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci à toi et comme tu dis, ça fait très longtemps que je te suis, ça fait très longtemps que je suis admirative de ton travail et du coup, c'est comme je dis, un nouveau succès qui se débloque. Dans le jeu vidéo, on dit ça, on dit que c'est un succès qu'on débloque. Donc ouais, j'ai débloqué un nouveau succès dans ma vie, donc là, je suis contente. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, qui tu es, est-ce que tu fais justement dans la vie? Peut-être aussi des passions, je ne sais pas. Oui, alors, je m'appelle Nina, du coup, j'ai 30 ans, et je suis thérapeute anti-régime et militante anti-grossophobie. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le milieu de l'obésité et en fait, ce que j'y ai vu m'a rendue dingue dans le sens où j'y ai vu beaucoup d'hypocrisie. J'y ai vu, des professionnels de santé qui disaient: «Oui, on sait très bien que la perte de poids, ça marche pas, mais bon, si on peut quand même leur faire perdre du poids, c'est pas mal». Et en fait, à force d'entendre ça, ça m'a un peu vaccinée, en fait. Voilà, et du coup, quand j'ai été licenciée économique, j'ai décidé de devenir thérapeute. Je dis indépendante, c'est-à-dire que, je ne me fie pas forcément trop à ce qui est sponsorisé par les labos pharmaceutiques et cetera. Je me suis faite ma propre opinion en lisant des études scientifiques, heu, pas financées par les labos et du coup, aujourd'hui, ce qui en ressort, c'est que, la perte de poids n'est absolument pas une solution santé, au contraire et je milite un peu, contre le recours à la perte de poids pour, améliorer sa santé et Mmh. à côté de ça, je suis fan de Taylor Swift. Je suis je suis vraiment, c'est ma mère spirituelle. J'aime aussi beaucoup écouter de la musique punk, donc Offspring, Green Day, Sum 41, Blink-182, et j'aime beaucoup les jeux vidéo. C'est une passion que je partage avec mon mari. Voilà, vous savez un peu tout, le pro et le perso. Voilà. Moi aussi, je suis une Swiftie. Oui, c'est vrai. Bon, faut qu'on parle un peu plus là-dessus, en off. Mais merci en tout cas pour cette présentation. Alors tu disais du coup que tu as travaillé dans le milieu de l'obésité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a choqué, enfin quel milieu c'était et qu'est-ce qui t'a marqué peut-être? Oui, alors, avant de devenir anti-régime, avant de devenir, anti-grossophobie, tout ça, j'étais quelqu'un qui était très grossophobe. J'ai toujours été grosse. J'ai fait mon premier régime à 5 ans, hem et pendant presque 20 ans, plus de 20 ans, j'arrive même plus à calculer, mais en tout cas, jusqu'en, 2020-2021, j'étais vraiment dans la recherche constante de la perte de poids et en fait, mon parcours personnel, c'est lié à mon parcours professionnel. C'est-à-dire que j'ai fait 2 masters, qui m'ont spécialisée dans l'apprentissage des informations, dans la didactique, dans l'art de faire apprendre des choses aux gens et j'ai décroché un stage dans le milieu de l'obésité dans une société qui travaillait avec des hôpitaux. Donc il y avait notamment la PHP de Paris, il y avait le CHU de Poitiers, il y avait, le CHU d'Orléans, enfin à l'époque c'était le CHRO d'Orléans.
tout ça et en fait, des labos de recherche aussi et en fait, mon job, c'était d'être ingénieure pédagogique. Donc en fait, j'accumulais énormément d'informations. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits scientifiques, beaucoup d'actualités autour de l'obésité, de la recherche autour de l'obésité, etc. Aujourd'hui, je suis un peu allergique au mot obésité, mais là, je suis obligée de l'utiliser. J'expliquerai peut-être après, mais du coup, voilà. Ouais. Je lisais beaucoup, beaucoup d'informations à ce sujet et mon objectif, c'était de créer une application d'éducation thérapeutique pour les patients en situation d'obésité. D'accord. Et pour créer cette application, il fallait que je sois en lien avec des professionnels de santé, avec des chirurgiens de l'obésité, avec des endocrinos, des psys, des diètes, des enseignants d'activité physique adaptée, avec des chercheurs, enfin bref. Et en fait, au fur et à mesure du temps, déjà moi, dans ma propre vie, je voyais bien que peu importe ce que j'essayais, j'arrivais pas à maigrir. Mais en même temps, le son de cloche que j'avais du côté, des pros de santé, c'était, je paraphrase un peu bien sûr parce qu'il voilà, mais c'était: «On sait très bien qu'il existe aucune manière de faire perdre du poids aux gens, aucune manière fiable, durable, saine pour faire perdre du poids aux gens, mais quand même la perte de poids, c'est l'objectif à viser». Et en fait, au bout d'un moment, à force d'entendre ça, je me suis dit: «Mais en fait», je me suis un peu projetée en moi parce que moi aussi j'étais une patiente, en situation d'obésité et je me disais: «Mais en fait, ils nous mentent, ils se foutent de notre gueule, en fait. Ils nous Mmh. disent qu'on doit absolument perdre du poids, mais qu'il existe aucune manière fiable, saine, durable pour maigrir. Enfin, c'est quoi le bordel?» Et en fait, c'est tout un jeu de profit, c'est tout un jeu d'argent, c'est tout un jeu d'ego aussi, être celui ou celle qui, réussira à faire maigrir le plus de patients, enfin bref. Et en fait, quand nos investisseurs n'ont plus voulu mettre d'argent sur la table parce qu'on ne perdait pas assez de poids avec la méthode, qu'on était en train de créer dans la société, j'ai été licenciée économique et en fait, ça a fini d'achever, en fait, la grossophobie en moi, j'ai envie de dire. Et là, je me suis dit: «OK, je vais me tourner vers le côté militant et vers leurs sources scientifiques à eux», c'est-à-dire des sources qui ne sont pas rédigées par des chirurgiens de l'obésité, par des sources, qui sont vraiment des sources, comment dire? Pas financées, en fait, par des gens qui auraient un intérêt à vendre la perte de poids. Donc, pas financées par les labos, pas financées par les chercheurs, dans le milieu de l'obésité, pas financées par, des chirurgiens, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il existait plein d'autres manières de prendre soin de sa santé, sans être grossophobe, en fait. Parce que c'est de la grossophobie de rejeter le corps gros en disant que c'est forcément lui qui nous met en mauvaise santé. Hem et Ouais. du coup, bah, je me suis spécialisée un peu plus dans l'anti-régime et aussi dans la lutte contre la grossophobie. D'accord, OK, mais c'est dingue, mais en même temps, pourquoi ça m'étonne pas? Mais oui, c'est écœurant, que non seulement c'est de la grossophobie, mais c'est capitaliser sur cette, perte de poids vouée à l'échec, capitaliser sur le mal-être des gens, heu, qui sont, désespérés parce qu'ils veulent absolument, bah, oui, perdre le poids parce que notre société est grossophobe et que nous pousse aussi à nous met la pression à perdre ce poids. C'est vraiment, ouais, ça a l'air hyper malsain et toi, tu t'es retrouvée là-dedans, alors que Mmh. toi-même, tu avais des problématiques, par rapport à ton poids. Alors tu disais justement peut-être avant qu'on aborde plus ton parcours, tu me disais que tu es pas à l'aise avec le terme obésité. Est-ce que tu moi non plus, hein, je suis pas à l'aise. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi peut-être? Oui, alors le terme, obésité, ça signifie que être gros est une maladie. Ça signifie que, avoir, beaucoup de graisse ou être quelqu'un, oui, de gros, en fait, voilà, c'est j moi, j'ai je trouve que c'est un acte militant de se réapproprier ce mot-là, réapproprier le terme, grosseur, le terme gros, le terme grosse. Bah, en fait, utiliser le terme obésité, ça signifie que on est malade. Si on est gros, on est forcément malade. Les chercheurs sont d'ailleurs pas du tout d'accord sur la définition de l'obésité. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est pas une maladie? On nous a pondu l'année dernière une nouvelle définition de l'obésité, mais qui veut quand même dire que c'est une maladie, même si on est dans le stade juste avant la maladie. Enfin bref, c'est vraiment c'est très brouillon et en fait, l'impression que j'ai et ça c'est une impression qui est personnelle, c'est qu'on cherche tous les prétextes possibles pour nous faire croire qu'on est malade. Hem
Mmh. Et ça, c'est en partie pour ça que je refuse le terme obésité. Je dis que je travaillais dans le milieu de l'obésité parce que dans ce cadre-là, c'est vrai que, j'étais dans le milieu médical. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à tout ce que je sais autour de ce terme, j'ai plus du tout envie de l'utiliser parce que pour moi, il est grossophobe, il est discriminant Mmh. et appelons les personnes grosses, grosses en fait. C'est juste on est gros, on n'est pas malade. Ça voudrait dire que toi, parce que, tu es blonde vénitienne, on considérerait que tu es, en moins bonne santé que quelqu'un qui est brun ou quelqu'un qui est blond ou enfin, je trouve Ouais. ça en fait, c'est un état du corps et je trouve ça terrible Mmh. de considérer que parce que tu as un corps comme ça, tu es malade et enfin, pour moi, ça nous ramène à des heures sombres de l'histoire. J'en Mmh. parle souvent sur mon podcast, j'en parle souvent en publication, mais pour moi, c'est une manière, de d'anéantir une partie de la population et c'est pour ça que moi, je n'utilise pas, le terme obésité ou alors quand je l'utilise, ça me donne envie de vomir, voilà. Mmh. D'accord, ouais, on comprend mieux du coup, avec cette explication. Oui, moi je suis d'accord avec le fait que ça contribue à cette stigmatisation et à cette, croyance générale que, grosseur égale maladie. Alors Mmh. que, oui, alors il y a des facteurs de risque et cetera, mais ça met vraiment effectivement une espèce de case comme ça. Et en fait, une fois que tu rentres dans la case, tu as ce statut et je trouve que ça n'aide pas du tout à, déjà, ça ne contribue pas du tout à la santé physique et mentale, des personnes grosses, effectivement. Ça n'aide pas, enfin, ouais, je suis plutôt d'accord que ça n'aide pas à avancer. C'est vraiment pathologiser le truc à fond, alors que comme tu dis, c'est, ben, voilà, c'est un fait, tu as un corps gros et voilà et effectivement, je suis plutôt alignée avec ça, c'est intéressant, je trouve qu'on en parle. Et tu Hem, parles de facteurs de risque, je rebondis juste là-dessus. ouais. C'est vrai que le poids peut être un facteur de risque. Enfin, Mmh, la graisse peut être un facteur de risque. mmh, Mais tout comme la cigarette, tout mmh, comme prendre sa voiture pour aller au travail, tout comme, je sais pas, faire du bricolage, c'est-à-dire qu'en fait, on augmente le risque qu'il nous arrive quelque chose de mal. mmh, Sauf que, bah, déjà la graisse, on la contrôle pas dans son corps, mais en plus, enfin, aujourd'hui, on voit vraiment un projecteur qui est mis sur l'obésité. Du coup, je reprends les termes des personnes qui discriminent, mais ouais, l'obésité est un facteur de risque. Oui, mmh, enfin, boire un verre de vin rouge par jour, c'est aussi un facteur de risque. mmh, Fumer un paquet de cigarettes ou même fumer une cigarette, c'est un facteur de risque aussi et pourtant on en entend beaucoup moins parler. mmh, Donc moi, je pense qu'il y a vraiment, une sorte de croisade qui est menée contre nous, en fait mmh, et je trouve ça tellement tellement injuste, de parler tout le temps: «Oui, mais bon, c'est quand même un facteur de risque, c'est quand même un facteur de risque». Oui, mais attends, tu prends ta voiture tous les matins pour aller bosser, tu as le risque de mourir d'un accident de la route. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter ce coup de projecteur. Il y a des facteurs de risque partout. OK, on prend les choses une par une, on diminue ces facteurs de risque en bougeant mmh, plus, si on le peut, parce que c'est aussi très validiste ça de dire, «Faut bouger plus». Il y a des personnes qui peuvent pas bouger. OK, on va manger peut-être plus de saison, plus local, mais aussi de manière plus apaisée, mais voilà, en fait, les facteurs de risque, ils sont partout, on peut pas les diminuer à 100. mmh. Bon, si tu prends pas ta voiture pour aller travailler, oui, tu as 100 de facteurs de risque en moins de mourir d'un accident de la route, mais en tout cas, voilà, je voulais juste rebondir sur ce côté facteur de risque. Il y a des Mmh. facteurs de risque partout et pourquoi toujours ce coup de projecteur sur les personnes grosses, quoi? Oui, tu as bien fait, merci beaucoup pour ces précisions, cette nuance effectivement, et tu as raison, c'est comme un projecteur, sur les personnes grosses. Alors pourquoi? Parce que, je pense qu'il y a une augmentation du nombre de personnes grosses, une augmentation du nombre de personnes, en surpoids et en obésité si on dit les termes. Parce que maintenant il y a ces 2 catégories, hein, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que plus il y a cette espèce de lutte contre l'obésité et plus il y a des personnes grosses et ça, de toute façon, j'en parle énormément dans le podcast et sur Instagram, hein. Il y a plus on emploie des méthodes, de contrôle du poids, dans l'extrême, dans le drastique et cetera, moins ça contribue à la santé physique et mentale et on le voit ensemble de toute façon, au travers de ce podcast, la grossophobie fait grossir.
Moi, je suis Mmh. persuadée qu'en fait, alors oui, il y a d'autres facteurs comme, le changement dans notre industrie agroalimentaire ou, je ne sais pas moi, des facteurs psychosociaux, de la pollution, des maladies. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je suis persuadée que c'est pas la bonne méthode, de rentrer en lutte comme ça, en guerre, de stigmatiser l'obésité, de cette façon. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, si c'était la bonne méthode, pourquoi il y a de plus en plus de personnes grosses sur terre? Déjà, c'est ça, mais en fait, j'allais dire, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que plus il y a de gros, plus on cherche à les faire maigrir, mais en fait, je pense que c'est plutôt, apporter de l'eau à leur moulin. C'est que plus il y a de gros, plus on vend. Plus il y a de gros, plus on gagne de la thune. Donc je pense que dans un sens, oui, on blâme, cette épidémie, je mets des gros, gros guillemets, mais cette épidémie d'obésité. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu de la santé qui sont très contents, et qui s'en mettent plein les poches et que ça arrange, en fait, qu'il y ait de plus en plus de personnes grosses, et qui nourrissent aussi cette grossophobie parce que oui, oui, les études, elles sont très, très claires. La grossophobie rend les personnes encore plus grosses et du coup, c'est un des facteurs de l'augmentation, du nombre de personnes grosses. Mais je pense aussi que, ça apporte de l'eau au moulin de beaucoup de professionnels de santé, de beaucoup d'experts de la santé, de beaucoup de laboratoires pharmaceutiques, qu'on soit entre gros, gros guillemets encore, une épidémie, et Ouais. que du coup, bah, ils ont pas forcément d'intérêt à nous faire à faire diminuer ce nombre de personnes grosses, en fait. Mmh. Et je pense que les gens qui disent qu'il faut absolument arrêter d'être gros et tout, ils jouent le jeu, de ces labos pharmaceutiques, de ces professionnels, par exemple, je pense aux chirurgiens de l'obésité. C'est un métier, qui aujourd'hui est florissant ou fleurissant? Je sais plus comment on dit, mais en tout cas qui s'en met plein les poches parce que justement, c'est génial, en fait, qu'il y ait plein de gros. Ça leur fait, énormément de patientèle et du coup, c'est top, Mmh. pour la trésorerie et cetera, quoi. Non, mais c'est malheureux, hein, mais oui, c'est encore une fois une question d'argent. Voilà, on Mmh. capitalise, sur ça et alors pour les personnes qui nous écoutent, du coup, si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller, voir l'épisode du témoignage d'Héloïse, qui justement, nous dit, de manière très poignante, hein, que la grossophobie, c'est ce qui l'a fait, grossir et qui a été en lutte toute sa vie contre son poids, et contre sa nourriture. Je vous invite à écouter son témoignage si c'est pas déjà fait parce que ça explique très, très bien, en fait, ce mécanisme-là. Du coup, peut-être qu'on peut, parler un peu, toi, de ton parcours personnel, si c'est OK, pour toi. Tu disais que tu as été au régime très, très jeune, je crois que tu m'as dit 5 ans? Oui, j'ai été C'est mise tout. au régime à mes 5 ans, donc oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi tu as été mise au régime à 5 ans déjà? Hem, alors j'ai été mise au régime à 5 ans parce que, en fait, je sais pas si toi tu faisais ça quand tu étais gamine, mais moi, j'ai passé des vacances chez mes grands-parents, qui habitaient à Dunkerque. Moi, j'étais de Poitiers, donc j'ai été passer peut-être 1 mois ou 2 mois chez mes grands-parents pour les vacances d'été Mmh mh. et en fait, j'ai une mamie gâteau. Mais vraiment une mamie, elle me cédait tout ce que enfin, je voulais un magazine, elle me l'achetait, je voulais un jouet, elle me l'achetait, j'avais faim, elle me donnait à manger, enfin voilà, et en fait, quand je suis rentrée chez moi, la première chose que m'a dit ma mère, c'est pas: «Bonjour ma chérie, comment ça va?» C'est: «Oh, qu'est-ce que tu as grossi!» Ah non, Et en ouais. fait, je m'en souviens, vous vous rendez compte, enfin, tu te rends compte quand même, j'avais 5 ans Mmh. et je m'en souviens encore. Et je me souviens exactement d'où j'étais. J'étais devant la maison, il y avait grand soleil, enfin voilà, c'était vraiment le moment où je revenais et c'est ce qu'elle m'a dit et de là, c'est enclenché un truc qui a continué pendant, 20 ans presque. Enfin, ouais, Mmh. j'arrive plus à calculer, je sais plus pourquoi, j'ai fait un blocage sur les années, mais en tout cas, ouais, ça a duré, on va dire que 20 ans de ma vie où en fait, bah, déjà dans la foulée de cette chose-là, j'ai développé de l'hyperphagie qui, elle aussi, m'a suivie pendant 20 ans. Donc ça, je Mmh. sais que c'est ton cœur de métier, donc je le Mmh. place. Mais du coup, j'ai enchaîné les régimes jusqu'à 2020
2020-2021. 2020, ça a été vraiment enfin, j'avais commencé un peu à m'en sortir, mais avec le Covid et toutes les blagues grossophobes qu'on voyait, je me suis replongée dedans. Et 2020-2021, j'ai vraiment stoppé. Mais en tout cas, ouais, ça m'a suivi pendant des années avec l'hyperphagie, mais une hyperphagie assez sévère, hein, vraiment au point où j'ai commenté une de tes publications l'autre jour où je disais qu'un jour j'avais fait une crise et en fait j'avais tellement eu peur que mes parents m'engueulent que voulu m'ôter la vie en fait. Et non, j'ai vraiment galéré pendant 20 ans de ma vie à chercher à perdre du poids, à me détester au point de vouloir mettre fin à mes jours, à me blesser le corps. Enfin, j'utilise pas les termes, mais vraiment, ça a été le premier régime a déclenché mes 20 ans de ma vie de calvaire avec mon poids, quoi. Oui, ça c'est en plus pour une petite fille, je veux dire, de cet âge-là, enfin, tu vois, le fait que tu t'en souviennes aussi précisément, c'est comme un traumatisme, en fait, et c'est peut-être aussi un moment où, enfin, moi, je retrouve souvent ça dans les témoignages que je reçois, ce moment où tu prends conscience que ton corps peut être un problème, en C'est fait. ça. Ouais. Et ce qui était hyper injuste, c'est que je voyais tous les copains d'école et tous les parents, à aucun moment les autres enfants vivaient la restriction que je vivais. Et c'était enfin, je trouvais ça hyper injuste, en fait. Pourquoi les autres enfants, ils avaient le droit de manger des bonbons? Bon, bien, c'était même pas manger des bonbons, genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, machin. C'était, s'ils avaient envie d'un bonbon, ils avaient le droit d'aller en prendre un. S'ils avaient envie d'un gâteau, ils avaient le droit d'aller en prendre un. Moi, c'était, tout se faisait en cachette, si j'en voulais. Et puis, c'était, ultra contrôlé et puis dès que je faisais ce qu'on appelle un écart, mais en fait qui n'en est pas un, je me faisais, mais incendier quoi, incendier et je trouvais ça tellement injuste. J'avais l'impression en fait de ne pas être la petite fille que mes parents auraient voulu avoir. Mmh. Et ça, c'est très dur, à vivre et puis c'est très ouais, c'est très violent ce que tu as vécu, et tu as été dans une guerre, contre toi, dans des accès de violence contre toi, en fait, aussi, finalement. Mmh, C'est ouais, ouais, c'est hyper, poignant, c'est hyper touchant aussi, ce que tu partages. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, malheureusement, en fait. Je pense que malheureusement, on est trop à avoir vécu, ce genre de choses. Et tu vois, ce que tu décris, par exemple, quand tu étais petite avec les bonbons, c'est exactement le mécanisme, avec la restriction. C'est que, bah, si moi j'y ai pas droit, je vais en manger beaucoup plus en cachette, alors que les autres enfants qui y ont droit et à qui on les embête pas avec leur poids et tout ça, ils peuvent manger deux trois bonbons et en avoir rien à faire, quoi. C'est mmh. ça qui est dommage, c'est de créer cette restriction chez un enfant qui a rien demandé à personne. Enfin, pour moi, je trouve que c'est tellement criminel, en fait, de mettre un enfant au régime et ou toute personne au régime, hein, d'ailleurs. Donc Mais tu vois, quand tu dis ça, il y a un truc qui me vient, c'est que peut-être que oui, j'avais pris du poids chez mes grands-parents. Mais en même temps, j'avais 5 ans et du coup, il y a, quelques années de ça, je me suis dit: «Mais en fait, la croissance de l'enfant, elle dure combien? Elle commence quand? Elle dure combien de temps?» et tout. Parce que je me suis dit: «Peut-être que si j'avais faim à cette époque, c'est peut-être que, bah, j'étais en pleine croissance» mais oui. et en fait, oui, alors peut-être que j'aurais été grosse peu dans ma vie, c'est certainement vrai parce qu'on n'est pas des gens très minces dans ma famille. Je pense que dans mes gènes, il y avait déjà une prédisposition et c'est OK. Mais peut-être que sans les régimes, je n'aurais pas été aussi grosse. Aujourd'hui, je l'accepte totalement, enfin voilà. Mais peut-être que sans les régimes, je n'aurais pas été aussi grosse et du coup, je n'aurais pas vécu autant la grossophobie, pardon. Je n'aurais pas vécu autant la grossophobie, que ce que j'ai vécu dans ma vie et que ce que je vis aujourd'hui. Donc je pense que si on m'avait foutu la paix avec mon poids, peut-être que, bah, j'aurais fini par m'allonger un peu en grandissant, j'aurais fini par tout ça. Oui, j'aurais sans doute été quelqu'un, un peu fort, mais je pense que, j'aurais eu un poids plus bas que celui que j'ai aujourd'hui. Mmh. On ne sait pas effectivement, comment ça se serait passé, mais en tout cas, il est clair que l'enchaînement de régimes, le yo-yo du poids, ça, il est clair et ça a été démontré que ça fait prendre du poids sur le long terme
et de toute façon, ça contribue pas à une bonne relation à la nourriture et au corps, quoi. Et tu parlais, du coup de l'hyperphagie. Alors oui, effectivement, forcément, j'en parle beaucoup. Est-ce que tu dirais que ton hyperphagie, elle s'est installée à cause de ces régimes? Ou est-ce qu'il y avait Oui. peut-être d'autres raisons? Ah non, non, alors elle s'est installée à cause de ces régimes, ça c'est sûr. Mmh. Je me revois, il y avait du Nutella à la maison. Moi, j'avais le droit, j'en ai parlé déjà dans un podcast, à une fine, fine, fine pellicule de Nutella sur mes pains au lait le matin, mais en fait, je sentais même pas le goût tellement il y en avait pas beaucoup. Et je me souviens que je me levais plus tôt le matin pour manger dans le pot Nutella à la grosse cuillère. Ça, c'était les premières mini crises que j'ai faites parce que je le faisais cacher et cetera. Je me sentais coupable après parce que j'avais peur, que mes parents le voient, j'avais peur de grossir et tout, et après ça s'est amplifié, au fur et à mesure que la restriction durait, en fait. Donc oui, oui, non, je pense que j'aurais peut-être pas eu autant de crises, ou peut-être jamais, s'il y avait pas eu les régimes. En tout cas, ça a été le déclencheur de mon hyperphagie, ça c'est clair et net. Mmh. OK, et en fait, quand toi, qu'est-ce qui t'a permis justement, d'aller mieux par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé les choses? C'est un événement dans ma vie, en fait, c'était un peu le dernier recours pour maigrir. Je me suis lancée dans un parcours de chirurgie bariatrique, Ouais. donc de chirurgie de l'estomac. Je voulais faire une sleeve, donc qu'on m'enlève les 3/4 de l'estomac ou les 2/3, enfin bref, qu'on m'enlève une partie de l'estomac qui est, je le rappelle, quand même un organe, sain. Il avait aucun souci, et les estomacs n'ont généralement zéro pas de souci du tout, donc c'est vraiment une ablation d'un organe qui est parfaitement sain, la chirurgie bariatrique. Mais du coup, moi, je voulais vraiment maigrir pour de bon, et quand j'ai vu en faisant, le test de l'IMC que j'étais en obésité morbide, ce terme-là aussi, il me rend dingue, j'ai Ouais. dit: «Vas-y, je vais voir mon médecin», et je me lance dans un parcours de chir. Alors j'avais tous les voyants au vert, vraiment. J'en avais parlé à mes proches me soutenaient et cetera. Et en fait, quand j'ai fait l'examen de la fibroscopie, donc c'est une caméra qu'on descend dans le ventre pour voir si, il y a pas, une bactérie qui ferait que ça repousserait la chirurgie, ça repousserait la date de l'opération. En fait, quand je me suis réveillée, j'ai été un peu en panique. Je sais pas, j'ai peut-être mon cerveau qui a essayé de me protéger en me disant: «Mais tu te rends compte tout ce que tu es en train de faire pour les Mmh. autres?» Ah Parce ouais, qu'en fait, c'est à cause des autres que je me sentais si mal dans mon corps. ouais. En soi, mon corps, moi, il me posait pas de problème. Enfin, je pouvais faire du sport, je pouvais bouger, je pouvais enfin, je pouvais manger, j'avais pas de maladie, j'avais pas, enfin, voilà, j'étais très bien, et de toute façon, il y a zéro raison qui devrait pousser quelqu'un à maigrir. Mais en tout cas, voilà, moi, j'allais très bien. Ce qui m'avait poussée à me sentir mal dans mon corps, c'est le regard des autres et toutes les remarques et cetera. Et Ouais. mon cerveau, je sais pas, c'est ma conscience qui m'a parlé ou je ne sais quoi, qui vraiment m'a dit: «Mais tu te rends compte tout ce que tu es en train de te faire subir pour le regard des autres, et tu te rends compte que là, parce que, on t'a dit que tu étais trop grosse et cetera, tu vas changer le cours de ta vie pour plaire aux autres? Pour tenter, du moins, de plaire aux autres?» Et à partir de ce moment-là, j'ai dit: «OK, non, il faut que je fasse autre chose, mais il faut absolument pas que je fasse cette chirurgie parce que ça va me tuer, en fait». Enfin, ça aurait été la mort de mon âme. Enfin, je veux dire, je suis pas Mmh. spirituelle, mais quelque chose avec, cette Mmh. perte de poids, enfin ma joie de vivre, le fait, tu te rends compte que quand même une chirurgie, tu dois calculer tout ce que tu manges. Ouais. Tu dois avoir des médicaments, des vitamines, parce que, en fait, tu perturbes tellement ton corps qu'il absorbe plus aussi bien, les nutriments, tout ça, en fait, c'est un truc de ouf, juste pour perdre du poids, Mmh. tout ce que tu vas infliger à ton corps. Et moi, je l'aurais infligé parce qu'on m'a fait croire que mon corps était un problème, en fait. Et Ouais. du coup, j'ai pas fait cette opération, D'accord. et j'ai dit: «OK, qu'est-ce qui me reste?» Parce que là, la perte de poids, c'est de par mon métier. Parce que j'étais toujours ingénieure pédagogique dans le milieu de l'obésité. De par mon métier, je sais que ça m'amènera nulle part. Qu'est-ce que je fais, en fait?
Ouais. Et c'est là que j'ai commencé aussi à me plonger un peu dans alors le body positivisme, je sais que tout le monde en dit beaucoup de mal aujourd'hui, je comprends pas ce revirement de situation, mais j'ai commencé à m'intéresser à l'acceptation du corps tel qu'il est et à Mmh. prendre soin de sa santé autrement. Et c'est en acceptant mon corps, en me disant: «Tu as faim, tu manges, c'est OK», que mes crises, elles ont commencé à diminuer, que j'ai commencé à me sentir moins coupable d'avoir faim, parce que je ressentais une culpabilité dès que j'avais faim. C'est: «Mais tu es grosse, comment tu peux avoir faim?» en fait, c'était que des Mmh. trucs comme ça. Et en fait, ouais, en acceptant mon corps, en faisant la paix, en fait, en faisant la paix avec mon corps, ça veut pas dire le trouver magnifique, le trouver sexy et tout. C'est juste me dire: «OK, mon corps, il est comme ça, deal with it, en fait. Qu'est-ce que je fais avec?» Et du coup, en l'acceptant, en faisant la paix avec lui, en faisant la paix avec ma grosseur, bah, mes crises, elles ont commencé à diminuer. J'ai commencé à être moins sur l'obsession du poids et plus sur prendre soin de ma santé mentale, physique et sociale. Et hem et de là, en fait, je n'ai plus jamais eu de crise d'hyperphagie. Enfin, ça a pas été du jour au lendemain, mais je peux dire là, aujourd'hui, allez, ça fait 6 ans, que je suis sobre d'hyperphagie, en fait. Waouh! 5-6 ans que je suis sobre d'hyperphagie. Ouais, parce que comme tu dis, tu as accepté ton corps, parce que tu t'es fichu la paix, parce que tu as arrêté de culpabiliser par rapport à ce que tu mangeais, parce que tu as lâché tout ce système de contrôle. Effectivement, alors comme tu dis, oui, ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est super. Je reviens, sur ton témoignage par rapport au parcours de chirurgie bariatrique. En fait, déjà pour préciser pour les personnes qui nous écoutent, hein, c'est le témoignage de Nina. Si vous êtes dans ce parcours actuellement, hein, de chirurgie bariatrique ou que vous en avez fait une, bah, il y a pas de voilà, il y a pas de problème, hein, il y a pas de jugement et je pense que c'est intéressant, Pas du tout, hein. voilà. Je le dis aussi, pas du tout de jugement, hein. Ouais et je pense que c'est important de le préciser. Ma petite question par rapport à ce parcours, c'est, genre, au fait, est-ce qu'on t'a posé des questions sur tes compulsions? Enfin, est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as commencé le parcours, tu avais encore des compulsions et est-ce que les gens qui te suivaient, les professionnels étaient au courant, quoi? Oui, alors, non, ils étaient pas au courant, mais je vais expliquer. En fait, l'objectif quand tu es dans un parcours de chirurgie, c'est d'avoir la chirurgie. Donc en fait, ce qu'il y a sur internet, c'est qu'il y a plein de forums, de personnes qui vont se faire opérer ou qui ont été opérées et qui donnent un peu des trucs et astuces pour être sûr d'avoir l'opération. Et moi, j'avais toujours mes crises d'hyperphagie, en fait. Ça m'avait pas quittée, c'était toujours là. Hem et le premier conseil, je pense que c'est le conseil qui revient le plus souvent, mais si tu as des TCA, tu en parles pas. Si tu as des troubles du comportement alimentaire, tu en parles pas parce que c'est sûr qu'on va te refuser la chirurgie. Donc quand j'ai vu la diète et surtout quand j'ai vu le psychiatre, pour avoir leur feu vert, j'ai menti. Quand ils m'ont dit: «Est-ce Mmh. que vous avez, est-ce que vous faites de l'hyperphagie? Est-ce que vous avez, une alimentation troublée?» et cetera. «Ah non, non, tout va très bien, oui, j'ai eu de l'hyperphagie quand j'étais ado, mais aujourd'hui, c'est vraiment guéri, j'ai travaillé dessus, donc non, non, j'ai plus tout ça et tout», et en fait, j'ai menti, mais vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai eu qu'une question là-dessus, hein. C'est vraiment: «Est-ce que vous avez, des troubles du comportement des troubles du comportement alimentaire?» «Ah non, non», «OK, très bien». Ah ouais, Voilà, d'accord. c'était ça. Et du coup, imagine, Alizée, si j'avais eu cette opération, donc si on m'avait coupé les 3/4 de l'estomac. Imagine si j'avais continué d'avoir des crises d'hyperphagie, ça aurait pu Mmh. être mettre ma vie en danger, en fait. Parce que Ah les crises oui. d'hyperphagie, c'est pas: je mange une tablette de chocolat. Les Mmh. crises d'hyperphagie, c'est vraiment, c'est un volcan, c'est un tsunami, tu manges tout ce que tu peux trouver. Enfin, moi, c'était ça. J'allais même manger de la mayonnaise, à la cuillère ou des trucs comme ça. Enfin, c'est le cerveau qui se moi, c'était le cerveau qui s'éteignait, et en fait, j'étais en mode animal, en mode, Mmh. manger, 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 il fallait me remplir, fallait que et je me dis: «S'il m'avait manqué une bonne partie de mon estomac, je sais pas comment mon corps aurait pu gérer toute la nourriture qu'une crise te fait avaler, en fait», et Ah du bah, coup, c'est je ça. pense que j'aurais clairement mis ma vie même en danger, si j'avais été opérée avec, de l'hyperphagie, quoi. Ah mais oui, mais tout à fait et j'imagine très bien parce que j'ai pas mal de clientes que j'accompagne qui ont fait la sleeve.
et Mmh. qui se sont effectivement mis dans une galère pas possible parce que ça n'empêche pas les crises. Sauf que Bah, c'est non. compliqué de faire des crises effectivement avec une sleeve, par exemple, ou autre type de chirurgie bariatrique en fait, c'est compliqué mais tu vois, moi ça me choque qu'on t'ait juste posé la question: «Avez-vous des troubles alimentaires?» parce que déjà toi tu pouvais mentir effectivement et puis, la majorité des personnes savent même pas ce que c'est un trouble alimentaire. Il y a plein de Et puis personnes qui sont pas conscientes de ce que c'est que l'hyperphagie. Donc et forcément, elles puis vont répondre non. Et puis je me permets de te couper, il y a beaucoup de personnes qui ont une alimentation troublée sans le savoir. Je pense que, une bonne partie de la population, a une alimentation qui n'est pas saine dans le sens peut-être, psychologique ou quoi ou enfin voilà il y a beaucoup de personnes qui auraient un trouble alimentaire et qui s'en seraient même pas rendues compte, quoi. Mmh, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est vraiment, très intéressant, ton parcours et j'ai envie de dire, bravo à toi de voilà, d'être sorti de ce système-là, d'avoir trouvé la paix en fait, la paix alimentaire, la paix avec ton corps. Hem, Est-ce que tu as envie de faire passer un petit message, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient, dans une situation compliquée avec la nourriture, avec leur poids? Hem Un message, ouais, je pense qu'en fait, si j'ai appelé mon compte Instagram, «Les Nouvelles Héroïnes», si j'ai appelé mon univers «Les Nouvelles Héroïnes», c'est parce que pour moi, les héroïnes d'aujourd'hui, c'est celles qui acceptent leur corps tel qu'il est. C'est plus celles qui enfin, je sais plus, mais, c'est Bridget Jones ou je ne sais plus, Kate Moss, tout ça. C'est plus ces femmes, en fait, qui s'affament pour plaire aux autres, qui sont les héroïnes aujourd'hui. C'est nous qui apprenons à faire la paix avec notre corps, c'est nous qui apprenons à faire la paix avec notre alimentation, c'est nous qui apprenons à nous à nous sortir du culte de la perte de poids et du culte de la minceur. C'est nous qui apprenons à démasquer le profit, qu'il y a autour de nos corps et autour de notre insatisfaction corporelle et autour de tout ça. Donc je pense que c'est nous les héroïnes d'aujourd'hui et si vous celles qui nous écoutent, ou ceux aussi, je sais pas si tu as des hommes qui écoutent, tes podcasts, mais en tout cas, dites-vous bien que c'est vous les héroïnes. C'est vous qui, en mettant en place, d'écouter des podcasts, des accompagnements, autour de votre alimentation, de votre hyperphagie avec Alizée et avec moi autour du corps, du rapport au corps, de l'acceptation de soi et cetera. C'est vous les héroïnes, en fait, aujourd'hui Mmh. et peut-être qu'on a un peu ce côté anti-héros, c'est-à-dire que, on aimerait des héroïnes, minces, blanches, athlétiques, super sexy, qui vont toujours bien, mais non, en fait, nous, on est des vraies femmes Mmh. et les vraies héroïnes, c'est ça, en fait. C'est les nouvelles héroïnes, c'est celles qui s'acceptent telles qu'elles sont ou qui apprennent, du moins, à faire la paix avec leur corps, leur poids, leur alimentation et tout. Le regard des J'adore. autres aussi. J'adore, merci beaucoup, et oui, je trouve que c'est un acte de courage et un acte presque militant, si on peut dire, aujourd'hui de refuser de s'affamer, de refuser de voilà, de tout faire, enfin de se faire du mal pour correspondre aux injonctions, hein, à l'injonction notamment à la minceur, mais toutes les injonctions à la beauté, enfin tous les critères de beauté, hein, de notre société. Je trouve que c'est un acte militant d'accepter son corps, effectivement et de faire la paix avec soi. Mmh. Merci, pour ce message qui me parle aussi énormément. Toi, tu proposes des accompagnements, du coup spécialisés. Est-ce que tu peux en dire plus pour les personnes qui te connaissent pas et où est-ce qu'on peut te retrouver? Et je mettrai les liens bien sûr dans la description. Oui, alors, effectivement, moi, je propose des accompagnements. Aujourd'hui, je propose des accompagnements surtout sur mesure. C'est-à-dire que la personne vient avec une problématique, donc je j'ai trop peur de grossir, j'aimerais être en paix avec mon corps, mais la peur de grossir, m'empêche vraiment d'être en paix ou, le regard des autres me bloque dans l'acceptation de mon corps et dans la paix avec mon corps et mon poids. Je J'aimerais retrouver le plaisir de bouger, mais dans un corps gros, j'ai du mal à imaginer comment faire et cetera. J'aimerais retrouver le plaisir de m'habiller, mais en étant grosse, j'arrive pas à me trouver belle et cetera dans des vêtements, enfin bref, pour toutes ces thématiques-là, tout ce ces thématiques de rapport au corps compliqué, que ce soit par rapport
au regard des autres, au fait de bouger, au fait de s'habiller, au fait de manger, et cetera, bah, je peux accompagner là-dessus. Donc ça sera vraiment un accompagnement sur mesure. On réserve ce que j'appelle un appel libération avec moi. On m'expose un peu les problématiques, qu'on rencontre et de là, moi, après, je reviens vers la personne, avec, une proposition d'accompagnement personnalisée. Et du coup, on peut retrouver tout ça sur mon compte, @les nouvelles héroïnes, donc sur Instagram et hem et aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Oui, je me considère pas comme professionnelle de santé, ça c'est important que je le dise. Je ne suis pas professionnelle de santé, je pense qu'il y a une certaine humilité à garder quand même. Je suis pas professionnelle de santé, mais c'est vrai que, je puise, toutes mes méthodes, bah, dans mon passé, dans le milieu de l'obésité, dans mon vécu, mais aussi dans le témoignage d'autres femmes et dans les méthodes, type, ACT, les TCC, la lutte contre la grossophobie et cetera et cetera. D'accord, bah, merci beaucoup, Nina, et je mettrai toutes ces infos-là en description. En tout cas, merci, d'avoir apporté ton témoignage aujourd'hui sur le podcast et je pense qu'on va, donc clôturer l'épisode sur ces mots. Merci aussi à vous qui nous écoutez et si l'épisode vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou à envoyer des messages à moi ou à Nina, hein, sur Instagram. On se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous appréciez le podcast et mon travail, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.